Salut à tous, bienvenue sur Studio Kalita, la nouvelle radio de ceux qui aiment Israël, de ceux qui veulent venir faire leur alia, de ceux qui sont aussi déjà là. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble avec Léa Elbaz. Bonjour Léa. Bonjour Cathy. Voilà, et c'est les dossiers Kalita parce que nous avons besoin de connaître ce qui se passe dans notre pays sur différents thèmes qui intéressent les futurs candidats à l'alia ou ceux qui sont déjà arrivés. Vous êtes avocate, spécialiste en droit des nouvelles technologies et vous êtes aussi, on va dire, vous co-dirigez la commission des Olim Hadashim au sein du barreau d'Israël. Tout à fait. Voilà, donc merci d'être venue. Avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de légendes et beaucoup, on va dire, de fantasmagories sur les avocats en Israël. Alors, c'est possible d'être avocat en Israël quand on a fait ses études ailleurs, quand on ne parle pas l'hébreu, quand on a des années d'expérience? C'est possible ou c'est un rêve? C'est possible. Avec la volonté du travail, tout est possible. D'accord. Alors, bien évidemment, vous avez un travail important au sein de cette commission. On va en parler plus avant. Mais j'aimerais d'abord, parce que l'alia, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes, connaître un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver, depuis combien de temps vous êtes là? Alors, moi, je suis arrivée en Israël depuis 4 ans et demi. Je rêvais d'être avocate en droit international. Donc, après mon bac en France, je me suis engagée dans un programme, en fait, une double maîtrise en droit français et allemand. Donc, j'ai commencé mes études en Allemagne, je les ai continuées en France et je les ai finies aux États-Unis. Et à l'issue de mes études aux États-Unis, j'ai passé mon barreau là-bas, à New York. Voilà. Okay. Et depuis New York, en fait, j'ai décidé de faire mon alia. Et donc, je suis arrivée en Israël il y a 4 ans, donc avec 3 diplômes de droit en poche. Mon barreau de New York, mais comme j'avais un peu moins de 3 ans d'expérience professionnelle, j'étais quand même dans l'obligation de repasser intégralement le processus des équivalences en Israël pour pouvoir être admise à exercer ici en tant qu'avocate. Mais on dit souvent que lorsqu'on a l'anglais complètement maîtrisé, on a un diplôme américain, les choses sont beaucoup plus faciles pour les avocats. C'est un leurre? C'est un leurre. C'est pas du tout le cas. En fait, les équivalences sont les mêmes pour un avocat américain ou pour un avocat français. Là, vraiment, la ligne de distinction, ça va être les années d'expérience que vous avez. À partir du moment où vous avez 5 années d'expérience professionnelle en tant qu'avocat dans votre juridiction, vous allez être exempté de l'examen final du barreau d'Israël. Voilà. C'est ça qui vraiment fait la différence. Donc, bien choisir sa date d'alia. Peut-être que ça peut quand même faciliter les choses. Oui, en même temps, j'ai envie d'encourager les gens à venir tôt en Israël et à pas traîner des pieds, dans le sens où plus on s'installe dans sa carrière, plus c'est difficile de la quitter, plus la reconversion en fait est difficile aussi. Donc je pense que quand on vient jeune, on a aussi une capacité d'adaptation qui est un avantage. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On a dit que vous étiez spécialiste en nouvelles technologies. Vous travaillez dans un cabinet américain, dans un cabinet israélien? Alors je travaille dans un cabinet israélien qui s'appelle Yigal Arnon. C'est ce qu'on appelle une full service law firm, c'est-à-dire qu'on couvre des services en droit qui couvrent un large spectre du droit, c'est-à-dire ça passe du droit immobilier au contentieux commercial, droit de la fiscalité, droit des nouvelles technologies. Et donc moi, je suis intégrée au sein du département international du cabinet. C'est-à-dire que mon quotidien, c'est d'accompagner des sociétés israéliennes, des start-up ou des sociétés plus établies qui opèrent dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine pharmaceutique, biomédical. Et je les accompagne en fait dans leurs négociations de contrats commerciaux internationaux face à des entités qui se trouvent aux États-Unis, en Asie, et avec un accent particulier sur les aspects en fait de propriété intellectuelle. Donc je m'assure dans la négociation de contrat que la propriété intellectuelle de la société, le brevet, l'invention, le savoir-faire reste dans les mains du client, même si on donne une licence, même si C'est pas grave, et on peut perdre ses mots, il n'y a pas de souci. Donc même si on donne une licence, oui. L'utilisation de l'invention, du software, je m'assure que la propriété intellectuelle reste dans les mains du client. D'accord. Voilà. Alors ça, c'était pour votre travail au quotidien. Ça vous a aidé de faire, d'être comme ça, un peu, avoir été en Allemagne, avoir été aux États-Unis, en France, d'être multicarte, on va dire? Alors, c'est sûr que ça aide. D'une, en fait, quand on vient avec un profil international, ce qu'on peut faire valoir, en tout cas en entretien cabinet, c'est qu'on représente un pont entre Israël et d'autres pays. Et que c'est une plus-value d'une linguistique
mais aussi une plus-value culturelle. C'est-à-dire on vient enrichir l'endroit de travail, mais aussi on ouvre des portes pour le cabinet, pour l'employeur, vers un réseau auquel il n'aurait pas accès avec un employé typiquement israélien. Donc lorsqu'on est un avocat qualifié francophone, ça peut être un plus pour se faire engager. Tout à fait, ça peut être un plus. Les francophones sont beaucoup demandés, notamment dans le domaine du droit immobilier en Israël. Donc ça peut être un avantage. Alors on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui, mais j'aimerais d'abord qu'on parle de comment ça se passe au niveau des équivalences. Qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer le barreau israélien ? Ok. Alors aujourd'hui, en fait, il faut distinguer, il y a 2 processus pour exercer en tant qu'avocat en Israël. Il y a la procédure classique des équivalences qui se déroule en 3 étapes, on va en parler, et il y a le processus d'admission sous le titre d'origine d'avocat au sein du registre des avocats étrangers du barreau d'Israël. C'est-à-dire une procédure simplifiée où on n'a pas besoin de passer des équivalences. Oui. Ok. Alors revenons à la procédure classique. Quand on arrive avec son diplôme, sa maîtrise de droit, peut-être qu'on a passé le CAPA en France ou pas, peu importe. En tout cas, on a une maîtrise de droit. On peut accéder au barreau et devenir avocat en Israël. Voilà. Alors c'est une procédure qui se fait en 3 étapes. La première étape, c'est les examens qu'on appelle des dîners Israël. La deuxième étape, le stage. Et la troisième étape, passer l'examen du barreau, sachant qu'on en est exempté si on a 5 ans d'expérience ou plus. Mais ça, il faut le répéter. Si vous avez 5 ans d'expérience en tant qu'avocat à l'étranger, vous êtes exempté de l'examen du barreau. Vous pouvez arriver et simplement, avec une formalité, être avocat en Israël. Bon, enfin, j'imagine qu'il y a d'autres... Il y a les examens des dîners Israël, on va en parler. Ça reste. Ça reste. Et il y a le stage, mais aussi, il faut parler de la possibilité de demander une réduction de stage. Il y a peu de gens qui le savent. Mais à partir du moment où vous avez plus de 5 ans d'expérience, vous pouvez demander que votre stage soit réduit. Vous pouvez arriver jusqu'à une réduction de 6 mois, ce qui est quand même significatif. Parce que le stage, normalement... c'est 1 an. À ce jour, c'est 1 an. Il y a des discussions qui sont en cours pour le rallonger, mais à ce jour, c'est 12 mois de stage. Donc, revenons aux équivalences. Donc, qu'est-ce que c'est que cet examen des dîners Israël ? C'est quoi ? Alors, c'est des examens, en fait, qui viennent tester les connaissances de base d'un nouvel immigrant sur le droit israélien. Donc, c'est des examens qui couvrent 8 matières. Par exemple, le droit commercial, le droit de la famille, le droit de la fiscalité, et aussi un examen d'hébreu juridique qui vient tester les capacités du candidat à comprendre l'hébreu et à s'exprimer en hébreu. Ça se passe à l'oral ou à l'écrit ? Alors, c'est des examens qui se passent uniquement à l'écrit, qui se présentent sous forme de petits cas pratiques. Ce n'est pas des QCM ? Non. Alors, pour l'examen d'In Israël, ce n'est pas des QCM, c'est des petits cas pratiques, mais il faut savoir qu'on a la possibilité de répondre à ces examens dans sa langue maternelle, en français ou même en anglais si vous voulez. C'est sujet à un coût de traduction un peu supplémentaire qui vient s'ajouter en fait sur les frais d'inscription pour ces examens. Mais voilà, c'est quelque chose qui est réconfortant parce que finalement, c'est les premiers examens d'équivalence qu'on va passer et c'est quand même rassurant de savoir qu'on peut répondre dans sa langue maternelle, même si les questions sont posées en hébreu. Faut savoir que c'est des examens qui sont pas très difficiles en substance. Mais dit-elle et Elbaz avec, je vous rappelle, 3 maîtrises en droit en ayant étudié en Allemagne, à New York. Mais oui, c'est très facile. Non, je voudrais dédramatiser ces examens. Je sais que ça fait peur quand on arrive, quand on dit qu'il y a déjà 9 examens d'emblée à passer. Franchement, pour des gens qui ont fait leurs études de droit en France, le contenu de ces examens n'est pas compliqué. On vient vraiment tester votre capacité à comprendre la loi, à savoir lire la loi. Et puis, il faut préciser aussi qu'il y a des préparations, comme on dit, aides, des espèces de stages. Alors, si on peut en dire 2 ou 3 mots, ce serait bien. Alors, il y a un cours qui est organisé 2 fois par an, qui prépare à ces examens des dîners Israël. Donc, il a lieu environ 1 mois ou 2 avant la session, sachant qu'il y a 2 sessions par an, une session en janvier, une session en août. Et ce cours est subventionné par le Misrad HaKlita. Voilà. C'est important de le dire. Il est subventionné dans sa totalité ? En partie. Ok. Et ça coûte combien à peu près, on sait, je ne veux pas dire de bêtises parce que je pense que les chiffres ont changé depuis l'époque où j'ai passé les examens, mais c'est... Quelques milliers de shekels peut-être. On ne sait pas. D'accord. Bon, alors on va essayer de vous donner... une petite centaine de shekels. Ah, une centaine de shekels. Bon, ça va, c'est tout à fait abordable. Donc, il y a ce fameux barreau à passer, 9 examens, certains à l'oral, certains à l'écrit. Non, alors les dîners Israël sont seulement à l'écrit. Oui. Les dîners Israël à l'écrit, ça on a compris, mais il y a d'autres examens à l'oral. Non. Tout est à l'écrit ? Alors, on va en parler parce qu'en fait, l'examen du barreau a été réformé.
Ah, Okay. d'ailleurs, ça fait l'objet d'une polémique, mais on va y revenir. Je voudrais juste qu'on termine sur l'examen du barreau tel qu'il était jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, 9 examens. 9 examens, c'est les dîners Israël. Je veux bien vraiment qu'on distingue entre ces 3 étapes. Il y a les dîners Israël, c'est vraiment les examens d'introduction aux équivalences. Et ces examens, ensuite, vous ouvrent la porte pour faire le stage. Le stage, il est obligatoire. C'est un stage d'1 an ou de moins en fonction de vos années d'expérience. Un stage qu'on peut faire quoi? En cabinet, dans Alors, une en institution? cabinet, ou sinon au sein d'une entreprise dans le département juridique, au sein du gouvernement. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères cherche souvent des candidats qui ont des compétences en droit international ou des compétences linguistiques. Au sein du ministère de la Justice, il y a aussi un département international qui cherche souvent des stagiaires qui sont au Lim Hadashim. C'est bien ce que vous dites, parce que je pense que ça redonne un peu d'espoir aux gens, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont arriver en Israël et puis il va falloir qu'ils retrouvent leur capacité à travailler au même niveau, sans tremplin, sans phase de transition. Et là, en vous écoutant parler, on comprend mieux que les choses se font par étapes. Elles se font par étapes. Et moi, Cathy, c'est exactement comme ça que je regarde en fait cette période d'équivalence. Déjà, c'est un booster d'intégration. Parce que ça va obliger les gens à apprendre l'hébreu rapidement. Et ensuite, vous allez très rapidement entrer dans le marché du travail, dans le sens où vous êtes obligé de commencer par un stage. Et ça va vous mettre en fait un peu au même niveau que les Israéliens, parce que les Israéliens aussi sont obligés de faire ce stage à l'issue de leurs études de droit en Israël. Ok. Alors, vous parlez de l'hébreu, c'est intéressant, puisque vous êtes vous-même passé par là. Vous avez vous-même été nouvelle immigrante. Comment vous avez fait? Vous êtes arrivée, je crois que vous ne parliez pas du tout un mot d'hébreu. Alors, moi, je ne parlais pas hébreu. J'avais l'hébreu que je savais lire de la Tfila, du Talmud Torah, mais je n'ai jamais appris l'hébreu moderne à l'école. Vous ne saviez pas écrire l'hébreu? Je connaissais les lettres un peu. Mais du coup, voilà, je suis arrivée en Israël, j'étais en Kita Aleph à l'Ulpan, c'est-à-dire c'est le premier niveau. Et donc, j'ai fait 5 mois d'Ulpan à l'Ulpan Hatzion à Jérusalem. Et au bout de 5 mois, j'ai atteint un niveau d'Alet, ce qui est un saut énorme. Une grosse progression. Oui. Mais voilà, ce qui montre que et c'est avec possible. Un niveau d'Alet, c'était bon? Alors, avec un niveau d'Alet, j'ai pu commencer à me préparer pour les équivalences. C'est vrai que le rythme de travail est plus lent quand on lit et qu'on écrit en hébreu. Clairement, ce n'est pas la même capacité que dans sa langue maternelle. C'est sûr. Mais ça a été possible, oui. Ça prend combien de temps? 2 mois de préparation? À peu près, oui. 2 mois? Oui. Ok, pour passer les équivalences. À peu près. Tous les jours, 10 heures par jour. À peu près. On boit un verre d'eau un petit peu? Oui, on peut. On peut boire un verre d'eau, d'accord. Non, blague à part. Alors, on a parlé du barreau et en fait, je voudrais soulever une question qui fait polémique sur la toile, on va dire. Donc, certains se sont plaints en disant qu'il y allait prochainement avoir une réforme de cet examen et que c'était une catastrophe pour les avocats venant de France. Alors, c'est complètement illusoire, cette histoire. Alors, je pense qu'il faut complètement dédramatiser cette réforme. Okay. Vous allez nous en dire quelques mots. Je vais vous dire quelques mots. D'ici la fin du mois de juin, déjà, le barreau d'Israël va officiellement publier un communiqué qui va vraiment expliquer la structure finale de cet examen. Mais pour vous donner un aperçu global, l'examen, déjà la bonne nouvelle, l'examen oral est supprimé. Ça va être uniquement un examen écrit. Donc pour les gens qui avaient la frousse de parler en hébreu, sachez que la partie orale de l'examen est supprimée. Donc l'examen du barreau aujourd'hui sera un examen seulement à l'écrit. Ah, mais pour d'autres, c'est une catastrophe. Pour ceux qui préfèrent, enfin en tout cas qui étaient plus à l'aise en tant qu'avocat, on va dire à l'oral, c'est un peu compliqué pour eux. Bon, mais l'examen du barreau tel qu'il existe aujourd'hui, il y a aussi la partie écrite qui existe. Ouais. Disons qu'on allège l'examen. On allège l'examen, on peut regarder les choses comme ça, on allège l'examen dans le sens où il n'y a plus la partie orale. Et en fait, l'examen va beaucoup plus tester les capacités de réflexion du candidat que sa capacité à apprendre par cœur. Ok, alors ça veut dire que c'est une modification de l'examen, non pas uniquement sur la forme, mais aussi sur le fond. On change complètement la façon d'envisager les choses pour les immigrants qui arrivent. Alors, c'est un examen que les immigrants et les Israéliens passent. La première partie sera du droit procédural, telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle est testée aujourd'hui sous forme d'un questionnaire à choix multiples. D'accord ? Ok, un QCM, très bien. La deuxième partie, ce sera des questions de droit plus substantielles. D'accord. Il est éventuellement question de distribuer des textes aux candidats pour cette deuxième partie, peut-être des arrêts de jurisprudence. Et les questions sur ces textes seront aussi sous forme de QCM. D'accord.
Ok. Et ensuite, la troisième partie, qui sera une partie de rédaction juridique, mais qui existe déjà aujourd'hui dans la forme actuelle de l'examen du barreau. Donc vous voyez que les changements, finalement, ne sont pas si dramatiques que ça. Donc ça ne va pas tellement remettre en cause. Mais pourquoi ça fait une polémique pareille ? Je pense qu'à chaque fois qu'il y a du changement, qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est générateur d'angoisse et d'anxiété chez les gens. Et que ce qui est inconnu fait peur. Donc, c'est aussi la méconnaissance des choses concrètement le détail. Je pense. Il faut savoir que le barreau d'Israël a l'intention de publier d'ici quelques mois un Mifran Ledougma, un examen type, pour calmer donner les un esprits. aperçu aux gens de à quoi ressemblera le format de l'examen. Ouais. Oh bah déjà, ça va être un plus, franchement, pour ceux qui arrivent. On pourra se préparer. On ne sera pas sur des perspectives un peu comme ça, hypothétiques. Ce sera du concret, quoi. Du concret, bon, ça restera juste un examen type exemple. Oui. Il y a des prépas, de toute façon, qui préparent à cet examen du barreau. Il y en a 2 principalement en Israël, qui s'appellent Amar Shavot et Amit Maché. Elles sont situées dans quelle ville ? De partout. Il y en a partout. Vous avez accès à leurs cours en ligne ou en personne à Jérusalem, à Tel Aviv. En français ? Non, en hébreu uniquement. Tout est en hébreu. Ouais. Ok, bon, il faut un moment, il faut. L'examen est en hébreu. Ouais. La profession d'avocat, je veux dire, la langue, l'écriture, c'est notre outil de travail. Mais il y a aussi des ulpans juridiques. Donc, avant de faire cette préparation à l'examen, on peut d'abord passer, en tout cas, c'est conseillé de passer par un ulpan juridique. C'est conseillé. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que la période de stage, c'est l'occasion de se mettre vraiment la tête dans le concret et de pratiquer l'hébreu juridique au quotidien. Faut savoir que même dans une structure internationale où, par exemple, le travail en anglais peut être à l'écrit, les interactions avec les clients restent à l'hébreu, à l'oral, au téléphone ou même dans les communications par écrite informelles, échange d'emails. Donc, la période de stage, c'est l'occasion de pratiquer cet hébreu-là. Il y a une tolérance pour les gens qui ne maîtrisent pas encore l'hébreu. Les gens sont... Dans les cabinets ? Ouais. Oui, bien sûr. Complètement. Ouais. Complètement. Israël, c'est une terre d'Olim Hadashim. Au contraire, il y a beaucoup de respect envers les Olim pour cette démarche et cet effort qu'ils font de s'intégrer et de tout recommencer à zéro. Les gens sont conscients que l'intégration, ce n'est pas facile. Absolument. Et Absolument. Ils sont admiratifs quelque part. Absolument. Ouais. Ok. Alors, on a évoqué en début d'émission votre fonction au sein, et ça je trouve ça formidable, au sein de la commission des Olim Hadashim, au sein de la Knesset, bien évidemment, voilà, et au sein du barreau israélien, n'est-ce pas ? Alors en fait, je vais expliquer. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, c'est ça. Je vais vous expliquer. Au sein du barreau d'Israël, il existe plusieurs commissions qui représentent différents domaines de droit. D'accord ? Mais il n'y a jamais eu une commission qui existait pour représenter les domaines qui touchent au droit des Olim. Donc il y a un peu moins de 2 ans, on a créé une commission qui s'appelle Va'adat Olim Hadashim, qui a 2 fonctions. Son but premier, c'est d'être la voix des Olim au sein du barreau d'Israël, c'est-à-dire de faire entendre les remarques que les Olim Hadashim auraient justement face à la nouvelle structure de l'examen, face au dîner Israël, et de faire remonter ces informations-là. Et la deuxième fonction, c'est que ce comité a la capacité de faire avancer des projets législatifs au sein de la Knesset. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille en coopération avec Kalita, au sein du Forum des associations, et qu'on travaille sur la reconnaissance des diplômes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous quand même, vous êtes toute jeune, à créer cette commission ? Qu'est-ce qui vous a motivé à aider les autres ? Et est-ce que vous avez souffert, vous, peut-être, d'un manque d'écoute quand vous êtes arrivée pour passer votre examen ? Alors moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir des ressources autour de moi, dans le sens où j'avais une très bonne amie qui avait fait la LIA avant moi et qui avait passé ce processus des équivalences et qui a été vraiment une source d'information très importante pour moi. Et c'est vrai que quand on reçoit comme ça, on a aussi envie de donner en retour. Donc pour moi, c'était important de donner un retour, et j'ai des amis ensuite qui ont suivi, et j'ai eu aussi envie de leur ouvrir le chemin, de les aider comme je pouvais. Et en fait, d'une chose à une autre, je me suis retrouvée impliquée à faire du volontariat pour Gvaïm, à les aider à construire leur réseau juridique. Et ensuite, quand moi, je suis arrivée à l'étape de passer le barreau en Israël, déjà à l'époque, il y a 2 ans, il était question de réformer l'examen. Et en fait, à la session où je suis passée, ils ont décidé d'introduire la partie rédaction d'actes juridiques. Et en fait, pour moi, c'est vrai que j'ai eu un sentiment d'injustice parce que j'avais entamé la procédure des équivalences
sur la base d'informations qui étaient que l'examen était uniquement un QCM et pas la rédaction d'actes juridiques. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit qu'il y avait un manque, qu'il fallait communiquer sur les besoins d'Eolim et que je me suis dit qu'il faut créer une commission et qu'on a pu mettre en place une commission pour représenter la voix d'Eolim au sein du barreau. Voilà. Alors donc, vous avez aussi, vous nous l'avez expliqué, une phase très intéressante au sein de cette commission, c'est que vous vous aidez à faire passer des lois. C'est extraordinaire. On doit être très fiers quand on est au Lehadaj d'arriver à la Knesset et de dire allez, grâce à moi, grâce à notre action, on va faire bouger les choses de l'intérieur. C'est vraiment une intégration rêvée, on va dire. Alors, c'est sûr que c'est une opportunité magnifique qui nous est donnée par le barreau d'Israël de pouvoir intervenir sur ces sujets-là, d'intervenir au Dionim à la Knesset. Il y a un travail de fond. Dionim, c'est les débats pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas encore l'hébreu. Je tiens à préciser que le travail de fond juridique énorme, il est fait par Kalita et par le Forum Kohelet, qui fait un travail de fond juridique énorme sur ces sujets-là. Nous, on est vraiment en train de mettre la machine en place au sein de notre commission. Donc, on participe au Dionim, on intervient quand il faut être une voix qui vient soutenir. On peut publier aussi des Nayar Emda. Donc voilà, c'est les outils qu'on a pour faire avancer les choses. Et oui, c'est un privilège et ouais, c'est une fierté de pouvoir faire avancer les choses pour les autres et d'utiliser ces compétences pour le bien de tous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui est dans les tuyaux ? On peut être peut-être au courant, un peu à l'avance de ce qui se passe ? Je pense que la priorité aujourd'hui pour nous, c'est se soucier du cas des avocats et de voir en fait comment est-ce qu'on pourrait adapter cette nouvelle structure de l'examen aux besoins d'Eolim. Et c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse et qu'on arrive sur un projet final. Éventuellement peut-être réduire les années d'expérience requises pour avoir une exemption du barreau. Allonger peut-être le temps, l'examen pour les avocats francophones, c'est possible ça ? C'est-à-dire quoi, avoir un tiers-temps ? Oui. Ça existe déjà, ça. Ça existe déjà. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de soutenir l'ALIA des plus jeunes, que les gens puissent partir plus facilement, en se disant que c'est possible. Voilà. Alors, juste pour revenir aussi à ceux qui sont déjà avocats avec de nombreuses années d'expérience en France, vous avez parlé au début de notre entretien de la procédure simplifiée. Ce serait bien d'y revenir parce que c'est pas tellement connu, en fait. Ça veut dire que les avocats, si je vous ai suivi, les avocats français inscrits au barreau peuvent venir en tant qu'avocats étrangers, n'est-ce pas, sans passer par tout ce processus d'équivalence et avoir le droit d'exercer légalement leur profession en Israël. Ouais. C'est extraordinaire. On va expliquer. Alors en fait, depuis 2012, le barreau d'Israël a ouvert la possibilité pour un avocat admis dans son pays d'origine, dans son barreau d'origine, à continuer d'exercer son droit d'origine physiquement en Israël. Pour cela, il faut avoir au minimum 5 années d'expérience professionnelle et passer simplement un examen de déontologie. Donc c'est une procédure simplifiée, raccourcie, et qui a du sens typiquement pour des personnes qui viennent avec, je ne sais pas moi, plus de 10 ans d'expérience professionnelle en droit français, dans un droit particulier très local. Oui, avec une particularité précise. Avec une expertise et qui vont pouvoir continuer en fait à exercer dans ce domaine-là depuis Israël. Et c'est des personnes pour lesquelles passer le processus entier des équivalences tel qu'on les décrit n'a pas forcément de sens. Parce que eux, leur plus-value, c'est l'expertise qu'ils ont acquis pendant toutes ces années en France. Et ce qui est important pour eux, c'est de continuer à pouvoir exercer dans leur domaine-là. Voilà. Et puis il faut comprendre qu'avec les 20 000 Olim Hadashim qui sont arrivés depuis 3 ans, et puis sans parler de tous les autres francophones qui habitent déjà en Israël, eh bien il y a des besoins, il y a des nouveaux besoins et les gens travaillent aussi avec la France. Il y a des liens, des ponts qui se créent entre les deux pays et les gens ont besoin aussi d'avocats professionnels dans des domaines forcément très particuliers aussi parce que certains continuent à avoir leurs entreprises, certains délocalisent leur société française en Israël et pour ça il faut des avocats, il faut des gens compétents. Donc les choses ne sont pas si compliquées, si infaisables. Il faut en fait tout simplement s'asseoir et commencer à envisager la possibilité de venir et de commencer un processus d'installation, pourquoi pas d'ALIA et de se dire que c'est possible de travailler en tant qu'avocat, pas forcément quand on est jeune, fraîchement sorti de l'université, mais aussi avec de l'expérience. Exactement. En tout cas, c'était passionnant.
passionnant, Léa Elbaz. Merci beaucoup de votre intervention. Merci Cathy. Et puis vous êtes la bienvenue lorsque vous avez de nouveaux, on va dire, de nouvelles lois peut-être que vous allez aider à faire passer à la Knesset, ou bien des avancées nouvelles pour les Olim Hadashim. L'antenne est ouverte. Voilà, vous revenez quand vous voulez. Merci Cathy. Merci beaucoup. Voilà, c'était Israël, les dossiers Kalita avec Léa Elbaz. Voilà, les dossiers Kalita. Aujourd'hui, on a parlé des avocats. Merci beaucoup. À très vite.